commencer d'abord en remerciant là, évidemment la Fondation du Barreau de l'invitation et en fait de la possibilité pour nous de vous présenter là, cette formation web aujourd'hui. On fait là, le titre qu'elle porte, quels enseignements tirés de la réforme de 2022 de la loi sur la protection de la jeunesse quant à la notion de l'intérêt de l'enfant. C'est un gros titre qui pourrait nous occuper pour plus d'une heure, mais on a fait des choix et on va vous présenter ça de façon à ce que on puisse avoir les sujets les plus importants ou en fait ceux qu'on a identifiés comme les plus importants pour la prochaine heure. Donc, je laisse Michael présenter le plan de la formation et ensuite je reviendrai vers. Oui, donc moi aussi, j'en profite pour vous remercier pour l'accueil. Effectivement, aujourd'hui, on va se concentrer sur certains des principes qui ressortent vraiment de la réforme de 2022 de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, la présentation d'aujourd'hui est basée sur une recherche, un article que nous avons fait ensemble et qui est publié à la Revue du Barreau. Donc, je vous ai mis la référence là, vers la fin de la page ici, si vous voulez aller le consulter. L'idée derrière cet article-là est de ressortir les différents principes euh, qui permettent de guider l'articulation de l'intérêt de l'enfant et de vraiment faire le point donc sur cette réforme-là. Parce qu'on a vu dans la réforme de 2022 qu'un élément très important pour les parlementaires était de dire clairement, et l'article le 3 de la LPJ le fait clairement, dire que l'intérêt de l'enfant doit être la considération primordiale dans toutes les activités, toutes les décisions qui sont prises pour l'enfant. Donc, en analysant la loi, on a ressorti certains principes, donc certaines parcelles qui émanent des règles qui ont été ajoutées ou réaffirmées dans la nouvelle loi, mais qui nous permettent plus généralement d'interpréter, de comprendre qu'est-ce que le concept de l'intérêt de l'enfant et donc, au-delà des règles particulières qu'on discute, qu'on aborde, de comprendre plus généralement, mais en fait, qu'est-ce qui doit nous guider dans notre grille d'analyse, qu'on se demande, mais qu'est-ce que l'intérêt d'un enfant dans un dossier en particulier? Donc, on ressort 8 principes, puis on va en aborder 3 au cours de la présentation. On va aborder celui de la stabilité culturelle de l'enfant, celui de la protection contre la violence conjugale et celui de l'assouplissement de la confidentialité. Les autres principes sont abordés dans notre article, donc si vous voulez le voir plus en détail, ils sont là. Je vais les survoler un peu rapidement. Dans un premier bagage de principes, on voit qu'il est important, avec la nouvelle loi, pour les parlementaires, de préserver les liens de l'enfant avec des figures affectives ou des figures qui lui fournissent des soins et de préserver ses liens avec des communautés culturelles auxquelles il appartient. Donc, ce qui est essentiellement les 4 premiers principes qu'on a identifiés. Euh, et aussi l'idée de s'attarder à la qualité même des relations de l'enfant avec des personnes qui l'entourent, d'où l'idée de la protection contre la violence conjugale. Un autre élément qu'on aborde moins dans la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment la volonté de mettre l'opinion de l'enfant au cœur du respect de son intérêt. Donc, on assoit dans la réforme une place pour la volonté de l'enfant et aussi une place pour le respect de sa dignité, donc dignité qui est comprise, interprétée comme incluant la manière dont l'enfant lui-même va se définir, va se construire. Et finalement, autre principe, grand principe, c'est celui de l'assouplissement de la confidentialité qui va reconnaître l'importance d'agir donc de manière collective en protection de la jeunesse plutôt que d'agir en vase clos. Donc voilà les différents principes qui ressortent de notre analyse de la réforme. Et justement, on va se concentrer aujourd'hui pour pouvoir aller plus en profondeur sur certains d'entre eux plutôt que toutes les survoler superficiellement. On va vraiment se concentrer sur la stabilité culturelle, la violence conjugale et l'assouplissement de la confidentialité. Oui, donc je prends le relais ici pour la première partie qui est l'assouplissement de la confidentialité. En fait, l'assouplissement de la confidentialité, d'où ça nous est venu de parler d'assouplissement, comme Michael vient de le mentionner.
ce qui est ressorti de la commission Laurent, c'est notamment le fameux travail qui s'effectuait en vase clos entre les différents partenaires qui étaient appelés à intervenir auprès des enfants dans un cadre de protection de l'enfance. Et le législateur, donc dans la nouvelle mouture de la loi sur la protection de la jeunesse, est venu assouplir les principes de confidentialité qui étaient mis en place dans la loi. La confidentialité, elle provient d'où d'abord? Eh bien, évidemment, l'intervention étatique dans la vie des familles, qui est faite en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, est une intervention qui a été qualifiée par les tribunaux de draconienne et d'invasive. Hein, on le sait, l'intervention de la DPJ dans la vie des familles, c'est une intervention de dernier recours. La LPJ, quand je dis LPJ, c'est évidemment Loi sur la protection de la jeunesse, est une loi d'exception. Et quand l'État intervient dans la vie des familles, donc que ce soit par l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse et ensuite par l'intervention du tribunal s'il y a lieu, il y a le corollaire de cette intervention-là, c'est évidemment la confidentialité. Donc, la confidentialité des renseignements qui sont obtenus par la directrice de la protection de la jeunesse et évidemment la confidentialité des informations que les partenaires de la directrice de la protection de la jeunesse, donc que ce soit le milieu communautaire, le milieu scolaire, donc cette confidentialité qu'ils doivent respecter afin qu'il n'y ait pas, évidemment, de stigmatisation des familles qui sont suivies par la directrice de la protection de la jeunesse ou dont il y a une intervention du tribunal là, en vertu de la loi. Et ceci étant, les constats qui ont été faits par la commission Laurent et qui ont mené à certaines modifications dans la LPG au niveau de la confidentialité, c'était que le travail des différents intervenants qui gravitent autour de l'enfant ou de sa famille était parfois, le travail était fait en silo. On en a beaucoup parlé dans les médias. La commissaire Laurent parlait beaucoup du travail en silo. Et donc, il y avait un souhait d'assouplir cette confidentialité-là pour s'assurer qu'il y ait un travail collectif qui se fasse. D'ailleurs, je note là, que le préambule de la loi, et ça, c'est une nouveauté, hein, le préambule en soi est une nouveauté dans la loi sur la protection de la jeunesse. Le préambule là, qui contient plusieurs considérants, contient notamment celui de considérant que la protection des enfants est une responsabilité collective et qu'elle exige la mobilisation et la collaboration de l'ensemble des ressources du milieu afin de limiter l'intervention d'autorité de l'État dans la vie des familles. L'intervention d'autorité de l'État, c'est celle à laquelle je faisais référence là, il y a quelques minutes. Le préambule donc vient affirmer ça, donc affirmer la nécessité que ce soit une responsabilité collective, mais un des moyens d'assurer que la responsabilité soit collective, c'est bien qu'il y ait un échange de renseignements efficace entre les partenaires qui gravitent autour de l'enfant et de sa famille. Donc, pour nous, les nouveautés se divisent, on les a divisées là, pour la présentation d'aujourd'hui en 3 parties. D'abord, l'article interprétatif 4.6 de la loi. Ensuite, les modalités d'accès aux renseignements concernant l'enfant et sa famille par la directrice de la protection de la jeunesse. Et finalement, l'échange d'informations entre la directrice de la protection de la jeunesse et les partenaires qui gravitent là, autour de l'enfant et de sa famille. On commence avec l'article interprétatif de la loi sur la protection, l'article 4.6 de la loi sur la protection de la jeunesse, qui est une nouveauté et qui est somme toute intéressant parce que les parlementaires et les lois, l'ensemble des lois du Québec là, ne comportent pas toutes, ou même, je n'oserais pas m'avancer sur une statistique, mais d'articles interprétatifs sur un cas particulier, mais dans ce cas-ci, on a ajouté un article qui vient affecter non seulement l'interprétation de la loi sur la protection de la jeunesse, mais également les autres lois qui encadrent l'accès aux renseignements de l'enfant et de sa famille. Donc, on peut penser à la loi sur les santé et services sociaux,
qui a été modifié là, par la suite pour le projet de loi Santé Québec, mais dont les règles là, concernant l'accès au dossier vont demeurer. Alors, l'article interprétatif, je l'ai reproduit et ce qui est important de retenir de cet article-là, c'est qu'en fait, l'ensemble des conditions prévues par une loi devant être remplies pour communiquer un renseignement confidentiel doivent être interprétées de manière à favoriser la communication des renseignements lorsqu'elle est dans l'intérêt de l'enfant ou vise à assurer la protection d'un autre enfant. Ici, on est vraiment dans un article qui veut qui est conséquent avec le préambule et avec la responsabilité collective, c'est-à-dire que lorsqu'un renseignement la communication d'un renseignement est dans l'intérêt de l'enfant, bien, les conditions qui sont énumérées, et on va en voir dans les articles qui sont à venir, qu'on va vous présenter, doivent être interprétées favorablement à la communication des renseignements. Et ce qui est intéressant, comme je vous le mentionnais, c'est que non seulement ça concerne l'ALPJ, donc la loi sur la protection de la jeunesse, mais également les autres lois québécoises. Donc, comme l'article est général, ça permet de l'appliquer à d'autres articles, notamment, et je vous l'ai mentionné, l'article 19 de la L4S, la loi sur les services de santé et les services sociaux, qui régit la communication d'un dossier d'un usager dans le cadre d'un usager là, du système pardon, de santé et de services sociaux. Et cet article-là peut donc être utilisé et peut donc être utilisé comme un guide et aussi comme une volonté du législateur de favoriser cette communication-là et d'étendre les communications, les informations à un plus grand nombre de partenaires. On va passer à la prochaine partie qui est, alors je vous ai, le premier article était l'article interprétatif, la deuxième partie, l'accès aux renseignements concernant l'enfant et sa famille par la directrice de la protection de la jeunesse. C'est une modification qui est importante et qui était attendue par plusieurs partenaires, notamment les directrices de la protection de la jeunesse, les intervenantes sociales, mais également par les partenaires du réseau qui trouvaient, et ça vient notamment là, de la commission Laurent, mais également des débats parlementaires, qui trouvaient que les règles actuelles ne permettaient pas, même lorsqu'il y avait un consensus sur la nécessité de transmettre l'information, qui ne permettait pas de le faire en raison de la rédaction des articles antérieurs. Alors, le nouvel article 35.4 est beaucoup plus large et permet une communication dans beaucoup plus de situations, puisque, et là, je vous l'ai reproduit, je ne le lirai pas intégralement, mais une personne visée à l'article 35.1, ça, c'est une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse. On parle ici d'intervenantes sociales qui sont appelées là, à intervenir dans la vie des familles. Donc, lorsque l'article fait mention d'une personne visée à l'article 35.1, on parle d'une personne autorisée là, par la directrice de la protection de la jeunesse, peut exiger d'un établissement, d'un organisme ou d'un professionnel la communication de renseignements lorsque une ou l'autre des conditions est remplie. Et là, on a une panoplie de situations qui permet d'exiger la communication. Et ici, on parle bien, là, le législateur utilise la formule exiger, donc ce n'est pas une demande, c'est bel et bien l'exigence que le renseignement soit communiqué. Dans deux types de situations, notamment lorsqu'on est à l'étape de la rétention du signalement ou à l'évaluation. Donc, ça, c'est le 35.4A. Donc, rétention du signalement, petit 1. 2, décider si la sécurité ou le développement est compromis ou le demeure. Et 3, de décider de l'orientation de l'enfant. Mais la nouveauté, et c'est ce qui élargit considérablement le pouvoir de la directrice de la protection de la jeunesse d'obtenir des renseignements, c'est lorsque le renseignement pourrait confirmer ou infirmer l'existence d'une situation en lien avec des faits nouveaux survenus depuis la décision portant sur la compromission. C'est une formulation qui est une longue formulation qui peut sembler complexe, mais là, on parle ici, et là, Michael, je t'invite à passer à la prochaine diapositive.
Avant, en fait, l'ancienne formulation permettait surtout aux intervenantes qui étaient à l'évaluation et l'orientation, donc au balbutiement, au début de l'intervention sociale, d'avoir une panoplie d'informations. Mais comme la transmission d'informations s'arrêtait au moment où la compromission était statuée, on se retrouvait avec des intervenantes à l'application des mesures, donc qui sont qui suivent les familles pendant, si ce n'est pas des semaines, des mois, c'est des années, ne pouvaient pas avoir accès avec le pouvoir de cet article-là aux informations qui étaient détenues par les établissements de santé et services sociaux. Et là, pour vous donner un exemple et pour illustrer la situation, quand on parle d'avoir accès aux informations, à quoi on peut faire référence? On peut faire référence à des dossiers médicaux, donc des dossiers médicaux concernant l'enfant et ses parents, des dossiers scolaires, des dossiers auprès d'organismes communautaires, donc des documents qui permettaient justement de travailler de manière collective avec l'ensemble des partenaires. Ils n'étaient pas nécessairement accessibles sur une longue période de temps, mais bel et bien à l'étape de l'évaluation-orientation. Nouvelle version, donc celle que je vous ai présentée, on a accès, donc la DPJ a accès à toutes les étapes du processus, donc à l'évaluation, à l'orientation et au niveau de l'application des mesures, évidemment, si l'article 35.4 B et les critères sont remplis, c'est-à-dire que l'information permettrait d'infirmer ou de confirmer l'existence du renseignement de faits nouveaux. Donc, on a accès à une étape, à une plus grande période de temps et surtout d'un plus grand nombre d'intervenants. Alors, quand je dis plus de sources d'informations, c'est qu'avant, la rédaction de l'article parlait d'informations obtenues de la part des établissements. Donc, on pouvait penser, et à ce moment-là, c'était les établissements en vertu de la loi sur les services de santé et services sociaux, qui étaient donc des établissements de santé ou services sociaux, alors que la nouvelle formulation parle d'exiger des renseignements de la part d'un établissement, d'un organisme ou d'un professionnel. Alors ici, on n'est plus simplement limité aux établissements de santé et services sociaux, mais également des organismes. Donc, on peut penser et toujours là, faire référence aux définitions là, de la loi sur la protection de la jeunesse ou de la loi sur les services de santé et services sociaux ou d'un professionnel. Donc là, on parle là, des professionnels qui sont régis là, par les autres professionnels, notamment les médecins, mais également les travailleurs sociaux, également d'autres professionnels qui auraient pu intervenir au niveau auprès de la famille. Et cet article-là vient donc élargir considérablement le pouvoir de la directrice d'obtenir des informations qui sont qualifiées de confidentielles. J'ajouterais également que je vous ramène au premier aspect qui est l'article interprétatif. L'article interprétatif nous dit qu'en plus de ça, les conditions pour la transmission d'informations doivent être interprétées de manière à favoriser la transmission si c'est dans l'intérêt de l'enfant, ce qui donne aussi une portée plus large là, à l'information qui peut être exigée de la part de la directrice de la protection de la jeunesse. Donc, ça, c'est pour le deuxième point qui est l'accès au renseignement. Maintenant, l'échange d'informations avec les partenaires des services de santé et services sociaux, mais également l'ensemble des partenaires de la directrice de la protection de la jeunesse dans le cas de la situation précise d'un enfant. Il y a eu une reformulation et une modification de l'article 72.6 de la loi. L'article 72.6, en fait, c'est celui qui déroge à l'article 72.5 que je n'ai pas reproduit, mais l'article 72.5, c'est celui qui prévoit qu'un renseignement confidentiel obtenu par la directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de la loi ne peut pas être utilisé, ne peut pas être divulgué, pardon, à un tiers sans l'autorisation de la personne concernée, donc du parent, ou de l'enfant en fonction de son âge ou des parents concernant la situation d'un enfant là,
d'un enfant en bas de 14 ans. Donc, cet article-là, il y a une exception, donc qui est l'article 72.6 que nous avons reproduit au PowerPoint et qui permet l'échange d'informations maintenant dans une perspective plus large. Et je vous ai souligné là, la partie dont je veux vous entretenir, qui est juste avant, là, il en est de même à l'égard d'une personne, d'un organisme ou d'un établissement qui est amené à collaborer avec le directeur si ce dernier estime que la divulgation est dans l'intérêt de l'enfant. Alors, on revient avec cette notion-là d'intérêt de l'enfant qui est un critère qui est beaucoup plus parlant et beaucoup plus clair là, pour les intervenantes sociales. Je le mentionne parce que la version antérieure de l'article 72.6 mentionnait que le directeur devait estimer que la divulgation était nécessaire pour assurer la protection d'un enfant. Et la notion de protection d'un enfant était beaucoup plus vague et imprécise, et ça ressort des débats parlementaires, que celle de l'intérêt de l'enfant. Donc, lorsqu'on parle de l'intérêt de l'enfant, donc est-ce que la communication avec le partenaire est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, c'est plus clair que pour assurer la protection d'un enfant. Et c'est pour ça que, notamment, l'article 72.6 a été modifié. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de constater dans cet article-là, c'est qu'on ne parle plus non plus je vous ramène à l'extrait que je vous ai lu, on parle de personnes, organismes, établissements, donc on revient avec ces notions-là, qui sont amenés à collaborer avec le directeur. Donc ici, on ne parle pas seulement des établissements de santé et services sociaux ou des organismes communautaires, mais une personne qui peut être amenée à collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse. On peut penser à une famille d'accueil, on peut penser à des membres de la famille également à qui parfois les enfants sont confiés, les enfants des milieux de vie substituts, qui n'avaient pas nécessairement accès aux renseignements en raison des règles de confidentialité et qui n'ont pas, je le précise, là, accès à l'ensemble des renseignements, mais bien à des renseignements qui peuvent être divulgués là, dans l'intérêt de l'enfant si, évidemment, la directrice l'estime nécessaire. Donc, encore une fois, ce qu'on vient faire avec cet article-là, avec l'article 72.6, c'est qu'on vient élargir les personnes, le nombre de personnes qui peuvent obtenir des renseignements confidentiels qui sont protégés, là, évidemment, et qui demeurent confidentiels pour les personnes à qui les renseignements sont échangés, naturellement, pour préserver cette confidentialité-là, mais dont l'objectif est toujours d'éviter le travail en silo et qui est toujours de réaffirmer le principe que la protection d'un enfant au Québec est une responsabilité collective qui n'implique pas seulement la directrice de la protection de la jeunesse, les parents et les enfants, mais bien l'ensemble des dispensataires de services et ou de personnes qui font partie du réseau. Et c'est pour ça ici qu'on a écrit que le législateur a non seulement parlé d'organismes, d'établissements, mais également de personnes. Et inutile de le répéter, vous me direz, mais je rementionne l'article 4.6 l'article 72.6 peut être interprété avec cet article interprétatif qui nous dit que les conditions doivent être interprétées de manière à favoriser la divulgation et la communication de renseignements, toujours dans l'intérêt de l'enfant ou pour protéger un autre enfant. Voilà. En conclusion, donc, l'analyse de ces modifications-là, donc de l'article interprétatif, mais également des dispositions sur l'accès aux renseignements par la directrice et également l'échange d'informations de la directrice de la protection de la jeunesse avec ses partenaires, nous montre que définitivement, la volonté qu'il y avait et dans la commission Laurent et dans les débats parlementaires s'est retrouvée dans la loi de manière différente et de manière à ce que le nombre de partenaires qui ont accès aux informations soit plus important et également que les informations échangées soient plus nombreuses,
toujours, et on le répète, mais c'est le sujet de la présentation, dans l'intérêt de l'enfant et dans le but là, d'assurer sa protection en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, Donc Michael, voilà, je ouais, passe. voilà pour notre premier point de focus sur la question de la confidentialité. Maintenant, deuxième point qui est l'exposition à la violence conjugale. Donc, on a vu avec la réforme arriver un nouveau motif de compromission là, qui est vraiment isolé dans la loi et et dont la mise en place est arrivé un peu plus, disons, en retard sur le reste de l'entrée en vigueur de la loi. Donc, on voit le nouveau motif de compromission depuis le 26 avril 2023 dans la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, ici, ce que les parlementaires tentent de faire, c'est vraiment de distinguer l'exposition à la violence conjugale des mauvais traitements psychologiques. Et quand on regarde les explications dans les débats parlementaires, on voit que on nous explique, et le ministre il revient souvent, que l'objectif ici, c'est de vraiment permettre dans la pratique de tenir compte des particularités de la violence conjugale et donc de le distinguer des mauvais traitements psychologiques et de permettre, donc donner des outils, créer une sorte d'espace pour avoir une réflexion juridique qui est vraiment adaptée à ce qu'on voit dans le contexte de la violence conjugale. Puis ce qui est intéressant de constater, c'est que cette modification législative-là, elle est vraiment cohérente avec tout un pan d'autres modifications législatives qu'on a vues à peine dans les quelques dernières années, où on voit une croissance dans le droit de la sensibilité à la manière dont la violence conjugale va affecter l'intérêt de l'enfant. Donc, on a vu dans la loi sur le divorce une modification, un élargissement de la définition de l'intérêt de l'enfant pour permettre de tenir compte de la violence familiale. Donc, modification en 2019, mais qui est entrée en vigueur en 2021. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, un peu dans la même logique que ce qu'on voit avec la LPJ, rien n'empêchait les tribunaux dans la pratique de tenir compte de la violence conjugale, mais les parlementaires constataient qu'on n'en prenait pas toute l'ampleur. Donc, on veut vraiment inscrire dans la loi la violence familiale, y compris la violence conjugale, comme un élément à tenir compte, notamment pour évaluer la capacité du parent qui commet de la violence conjugale à prendre soin de l'enfant. On voit une modification similaire dans le Code civil en 2022, où on va inclure dans la définition de l'intérêt de l'enfant, à l'article 33 du Code civil, dans les éléments à tenir compte, on inclut la violence familiale et on précise, y compris la violence conjugale, dans les facteurs à considérer lorsqu'on évalue l'intérêt de l'enfant. Donc, ce qu'on voit dans la LPJ, on le voit s'opérer dans d'autres textes de loi, ce qui nous permet de nous inspirer de ce qu'on fait à l'intérieur de d'autres régimes ou quand on interprète d'autres textes de loi pour mieux comprendre ce qui se passe dans la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, l'objectif ici, c'était de reconnaître que l'enfant peut être affecté par l'exposition à la violence conjugale. C'est l'objectif qu'on voit avec la modification dans la LPJ, mais dans les autres lois aussi. C'est de prendre acte donc des différentes études, des différentes expériences qui ont démontré que voir, entendre la violence conjugale, vivre dans le climat de peur qui découle de la violence conjugale va généralement affecter le bien-être et le développement de l'enfant. Donc, on crée un outil pour se saisir de cette situation-là. L'idée, c'est aussi de comprendre que, en fait, commettre de la violence conjugale, c'est aussi offrir un mauvais modèle de comportement. Donc, en ce sens-là, sur le rôle parental, la violence conjugale doit être comprise comme offrant un mauvais modèle. Et donc, la violence conjugale, comme ça, n'est pas seulement une relation entre les conjoints et conjointes, mais également une décision de parentalité, une action de parentalité, parce qu'elle offre à l'enfant un mauvais modèle de comportement. Et autre point que l'emphase sur l'exposition à la violence conjugale nous permet
de prendre en compte, c'est que la violence conjugale va priver l'enfant des ressources du parent victime. Donc, en raison de la violence conjugale, le parent victime pourrait avoir, dépendamment des situations, moins de disponibilité émotionnelle, peut-être moins de temps offert à l'enfant, peut-être moins de revenus, si on pense par exemple à une violence conjugale qui s'articule sur le plan financier. Donc, encore une fois, c'est là où la violence conjugale va avoir un effet direct sur l'enfant dans la mesure où il va priver l'enfant des ressources du parent victime. Donc, on voit que ces trois éléments-là qui sont constatés par les études et dont les parlementaires prennent acte, nous permettent de comprendre que la violence conjugale, c'est donc un choix de parentalité. Et donc, ce n'est pas seulement un élément privé qui affecte seulement les parents entre eux ou les conjoints entre eux, mais qui peut aussi affecter l'enfant. Donc, c'est un élément à tenir compte. Et évidemment, après, on va l'évaluer au cas par cas. Mais l'idée ici pour les parlementaires, c'était de renverser un courant jurisprudentiel qui déconnectait complètement la violence conjugale et la vie de l'enfant et qui percevait l'enfant simplement comme un témoin de la violence conjugale, mais qui n'en était jamais affecté. L'idée ici, c'est de dire, ben, en fait, il faut s'attarder à cette situation-là quand on interprète l'intérêt de l'enfant et donc voir si et dans quelle mesure, le cas échéant, l'enfant est affecté par l'exposition à la violence conjugale. Donc, tout ça nous permet de distinguer trois types de violences, ce que la jurisprudence qui interprète la LPJ commence à nous proposer de faire également, de distinguer donc la violence conjugale, la violence familiale et les conflits de séparation, donc trois concepts qui habitent vraiment notre pratique juridique autour de cette notion de violence. Donc, la violence conjugale, généralement, va être définie, perçue comme la violence d'un partenaire envers l'autre. Elle peut prendre toutes sortes de formes. On pense souvent en premier lieu à la violence physique, mais il peut aussi s'agir de violence verbale, de violence psychologique, de dénigrement, par exemple, d'isolement social, de violence sexuelle et, je l'ai aussi souligné, de violence économique, donc par exemple, empêcher la victime d'avoir accès à ses revenus, à gérer ses finances comme elle le souhaite. La violence familiale, elle, est vraiment un concept beaucoup plus large qui inclut la violence conjugale, mais qui est essentiellement une violence exercée par un membre de la famille sur un autre. Donc, dans notre contexte, on peut penser à la violence conjugale ou on pense souvent à la violence envers un enfant, mais il peut s'agir d'une grande variété de scénarios. Ça pourrait être de la violence envers un aîné, par exemple, ou de la violence entre frères et sœurs. Donc, il s'agit d'un concept qui est vraiment plus large. Et troisième point à différencier, c'est le conflit de séparation. Donc, le conflit entre les partenaires lors d'une rupture. Et ce qu'on constate parfois dans les critiques que les parlementaires font ou dans certaines critiques du public face à l'interprétation de la loi, c'est parfois une confusion entre la violence conjugale et les conflits de séparation. Et ce qu'on vient détailler dans notre article, c'est qu'une bonne clé de compréhension pour distinguer les deux, distinguer la violence conjugale du conflit de séparation, c'est vraiment le concept de contrôle coercitif. Donc, une lunette qu'on peut prendre pour analyser une situation et voir, en fait, est-ce qu'il y a un débalancement, un déséquilibre de pouvoir entre les deux partenaires? Est-ce que ces deux partenaires qui sont sur un même pied d'égalité, donc on y voit plus un conflit, ou est-ce qu'il y a vraiment une personne qui agit, qui domine ou qui abuse de l'autre? Et donc là, on va parler vraiment d'une violence, d'un contrôle d'un partenaire sur l'autre. Donc le contrôle coercitif, c'est généralement défini comme cet ensemble de stratégies-là qui vont, par leur cumul, permettre à un partenaire de venir limiter la liberté de sa victime. Donc, ça peut se faire au travers de l'emploi de la force, du dénigrement, de l'isolement social, du contrôle des finances. C'est toute une panoplie de stratégies qui permettent à un partenaire de contrôler l'autre. Et lorsqu'on commence à analyser une situation en pensant en termes de privation de liberté,
Mais ça permet de voir est-ce qu'il y a un déséquilibre, est-ce qu'un prive la liberté de l'autre. Et donc, ça va nous permettre de distinguer, comme je le disais, la violence conjugale du conflit de séparation. Est-ce qu'un domine l'autre ou non? Est-ce qu'un contrôle l'autre ou non? Et ça nous permet aussi parfois de révéler une situation de contrôle, une situation de violence conjugale en l'absence de violence physique. Ce qui parfois peut être plus difficile à repérer, parfois plus contre-intuitif. Mais si on constate qu'une personne domine l'autre, en fait, là, on est dans une dynamique de contrôle coercitif et donc de violence conjugale. Et là, après, on peut commencer à se poser des questions, à savoir comment est-ce que ça affecte ou n'affecte pas l'enfant dans le contexte particulier qui nous occupe. Mais déjà, ça permet d'ouvrir la réflexion, d'ouvrir la discussion en réfléchissant en termes de contrôle coercitif. Oui, et en fait, je poursuis sur une partie un peu plus pratique. Donc, en fait, en pratique, je m'excuse, donc comment depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions-là, l'exposition à la violence conjugale a été interprétée par les tribunaux. Donc, comme Michael l'a mentionné, il n'y a pas de définition de violence conjugale à la loi sur la protection de la jeunesse. Et ce qu'on comprend, bon, c'est que clairement, les parlementaires et le législateur n'ont pas voulu en donner une pour ne pas, et c'est ce qui ressort, là, en tout cas, ce qui semble ressortir de certains débats, pour ne pas limiter la conception de la violence conjugale à une définition précise. Mais il y a une panoplie de facteurs qui doivent être pris en considération par les tribunaux lorsqu'il y a une analyse, lorsqu'on doit analyser si la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis en raison d'une situation de violence conjugale. Alors, on peut penser aux conséquences de l'exposition de la violence sur l'enfant, la reconnaissance des conséquences sur l'enfant par l'auteur de la violence, les actions prises par le parent qui n'est pas l'auteur de la violence pour protéger l'enfant de l'exposition à cette violence et les entraves qui sont mises par l'auteur de la violence par rapport au parent qui en est victime, les capacités des ressources du milieu à soutenir les parents dans leurs responsabilités et s'il y a des ordonnances là, de nature civile et criminelle ou criminelle concernant la sécurité ou le développement de l'enfant. Donc, on peut penser là, à des ordonnances des 810 aux criminels, donc des ordonnances là, de ne pas entrer en contact avec la victime, des ordonnances limitant les contacts entre un parent et ses enfants ou un parent et son conjoint ou son ancien conjoint. Euh, mais en pratique, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un débat en ce moment où en fait qu'il y a un débat jurisprudentiel qui est évolutif, étant donné que les dispositions sont somme toute récentes, entre les mauvais traitements psychologiques donc, qui peuvent mener à un conflit sévère de séparation et l'exposition à la violence conjugale. Et souvent, ce qu'on voit comme dynamique, c'est qu'il y aura un parent dont on dit qu'il commet de la violence conjugale, qui va plutôt dire je ne commets pas de violence conjugale, mais c'est plutôt un conflit de séparation qui nous anime ou un conflit là, entre les deux parents concernant la garde de l'enfant et les deux parents sont remis alors sur le même pied d'égalité, ce à quoi Michael faisait référence, alors que dans l'exposition à la violence conjugale, il y a un déséquilibre, où en fait, c'est ce que nous, on soutient et ce qui est clairement retenu par plusieurs juges. Donc, la jurisprudence récente a tendance à inclure, et ce n'est pas, comme je vous dis, je vous dis qu'il y a un débat jurisprudentiel, alors clairement, ce n'est pas clair encore parce que les décisions commencent à survenir et la publicité de ces décisions-là se fait souvent plusieurs mois après, compte tenu là, de l'anonymisation et de ce que s'occupe des délais là, qui sont inhérents là, à la publication d'une décision. Mais la jurisprudence actuelle a tendance à inclure un élément de contrôle coercitif dans la violence, dans la conception de la violence conjugale. Ceci étant, il y a d'autres juges et il y a des jugements
que j'ai lues qui ne retiennent pas ce concept-là de contrôle coercitif en disant au contraire que le législateur ne l'a pas prévu, n'a pas prévu qu'il y avait une nécessité qu'il y ait un contrôle coercitif. Ce à quoi on pourrait répondre que le législateur n'a pas défini la violence conjugale et donc il appartiendrait aux tribunaux et aux auteurs de doctrine notamment, comme on le propose dans notre article, d'inclure cette notion-là de contrôle coercitif et c'est là l'intérêt de l'inclure. Ceci étant, et c'est ce que je soumets à la fin là, dans la dernière puce, c'est que ça dépendra également des orientations cliniques qui proviendront des différentes DPJ de la province, donc des différentes directrices de la protection de la jeunesse, parce que, évidemment, là, je dis depuis tout à l'heure, là, je parle de la directrice comme si elle était seule. Quand on parle de la directrice, évidemment, dans chacune des régions du Québec, il y a des directrices de la protection de la jeunesse qui, évidemment, ont des orientations qui peuvent être communes, mais il y a des distinctions régionales qui font en sorte que les orientations cliniques des DPJ vont influencer le débat jurisprudentiel parce que, je donne un exemple, si dans la région A, donc on inclut au niveau de l'intervention sociale la notion de contrôle coercitif ou la notion de contrôle dans une définition de la violence conjugale lorsqu'on va se retrouver devant le tribunal, c'est ce qui va être présenté au tribunal. Donc, là, ça va être la notion de contrôle dans la dynamique familiale, donc dans la dynamique conjugale ou post-séparation, alors que si une région B ne l'inclut pas dans ses orientations cliniques, mais qu'on parle plutôt de notion de violence conjugale au sens plus large, là, donc comme ce que Michael là, vous a présenté, donc de constater des comportements violents, bien, ça va influencer aussi les décisions des tribunaux et les décisions qui seront prises. Pardon. Et donc, c'est sûr que ça va influencer. Donc, à ce niveau-là, c'est un débat que je qualifie de en évolution parce qu'à chaque semaine, il y a et je le vois dans ma pratique, et je suis certain que les praticiens qui sont ici reconnaissent qu'il y a ce débat-là, donc la distinction entre conflit sévère de séparation et exposition à la violence conjugale, et on commence à avoir des façons de la distinguer. Pour nous, donc pour nous, Michael et moi, quand on a écrit cet article-là, il y a un intérêt à ce que cette notion de contrôle coercitif-là soit présente dans l'analyse de la distinction entre les deux situations. Pourquoi? Parce que cette distinction-là va avoir un impact sur les mesures qui seront prononcées. Quand je parle d'impact, c'est qu'une fois qu'on conclut à une situation de compromission, c'est une chose, on vous en parle depuis tout à l'heure, conclure à une situation de violence conjugale, à conflit sévère de séparation, mais autant la DPJ que les tribunaux sont appelés ensuite à se prononcer sur les mesures pour mettre fin à la situation de compromission. Or, si on est dans un conflit sévère de séparation où les parents instrumentalisent les enfants dans le cadre d'un conflit de séparation pour la garde, on ne prononcera certainement pas les mêmes mesures que si on conclut et que le tribunal conclut que qu'un parent exerce de la violence conjugale sur l'autre et que les enfants sont donc exposés. Donc, les mesures qui seront prononcées ne seront pas les mêmes. Et pour nous, la notion de contrôle coercitif vient donc ajouter, vient donc permettre de colorer la relation et que le motif de compromission soit plus fidèle à la situation donnée. Et évidemment, là, je termine en vous répétant que c'est une situation qui est en évolution constante. J'ai fait une recherche quand même avant la présentation d'aujourd'hui sur la jurisprudence récente et il n'y a pas de décision des tribunaux supérieurs. Là, donc, au niveau de l'appel en protection de la jeunesse, c'est en cour supérieure et ensuite en cour d'appel sur permission sur des questions de droit, ce qui arrive très rarement. Mais il n'y a pas de décision là, des tribunaux supérieurs qui sont
qui établissent clairement un cadre sur la violence conjugale. Donc, on continue à avoir ces débats-là devant les différentes instances là, en Chambre de la jeunesse et éventuellement, évidemment, ça se transposera en appel ou en contrôle judiciaire devant les tribunaux supérieurs qui pourra permettre d'avoir plus de clarté au niveau du stare decisis là, qui influence ensuite la pratique. Donc, on peut passer au prochain point. C'est ce qui conclut là, notre partie sur la deuxième, notre deuxième aspect, qui est l'exposition à la violence conjugale, qui vient encore une fois, et là, on repense à la notion d'intérêt de l'enfant, mais qui vient clairement ajouter cette exposition-là, en fait, le fait de vouloir mettre fin à ces situations-là, qui vient l'intégrer dans la notion d'intérêt de l'enfant, comme Michael le dit, qui est pas unique là, à la loi sur la protection de la jeunesse, puisque d'autres lois, autant provinciales que fédérales, sont venues parler de ce problème-là. Et évidemment, là, on a fait ça très rapidement, mais on pourrait en parler pendant des heures. C'est un débat qui est, comme je vous l'ai dit, qui anime non seulement les travailleurs sociaux, donc les intervenants, les directrices de la protection de la jeunesse, donc au niveau clinique, mais qui se transpose aussi devant les tribunaux. Donc, ça sera à suivre également dans les prochaines années. Maintenant, au niveau de la stabilité culturelle de l'enfant, alors je vais passer, là, je vois le temps filer. Là, je n'ai pas vu Anne-Marie réapparaître, mais je sens que je vais accélérer un petit peu. De toute façon, là, la stabilité culturelle de l'enfant, et vous allez voir, là, je vais en glisser quelques mots, mais pour nous, certaines dispositions de la loi réaffirment ou codifient des pratiques concernant les enfants appartenant à des communautés ethnoculturelles minoritaires. On les distingue dans notre article et évidemment, ils sont distingués également dans la loi les enfants autochtones des enfants qui appartiennent à des communautés ethnoculturelles minoritaires. Donc, c'est distingué et évidemment, pour les enfants autochtones, il y a plusieurs nouveautés. Je les passe rapidement parce qu'effectivement, là, on pourrait également parler de ça pendant des heures si ce n'est pas plus. Et je suis certain qu'il y aura plusieurs articles à venir sur l'analyse notamment de la décision de la Cour suprême dont je vais vous parler dans 30 secondes. Mais toujours est-il que dans la réforme de 2022, les parlementaires sont venus ajouter, donc dans le fameux préambule, et j'ai reproduit le préambule parce que sur les enfants autochtones, que les autochtones, pardon, sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs enfants de la manière la plus appropriée, considérant que la sécurité culturelle est essentielle au mieux-être des enfants autochtones et considérant que l'intervention auprès d'un enfant autochtone doit être réalisée en tenant compte des circonstances et des caractéristiques de sa communauté ou d'un autre milieu dans lequel il vit, de manière à respecter son droit à l'égalité et à favoriser la continuité culturelle. Le préambule, on le sait, peut être utilisé de manière interprétative aussi pour l'ensemble des dispositions de la loi. Et il en existait, mais la nouvelle mouture de la loi vient remanier et rassembler les dispositions spécifiques qui visent l'adaptation des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse aux enfants autochtones, en tenant compte des facteurs historiques, des facteurs sociaux et culturels qui leur sont propres. Donc, ça, c'est l'article 131.1 de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, il y a des dispositions spécifiques, évidemment, là, pour les enfants autochtones qui viennent s'ajouter aux dispositions qui existent. Donc, c'est les dispositions autochtones qui s'appliquent et si il y a une situation qui n'est pas couverte par ces dispositions, le reste de la loi sur la protection de la jeunesse s'applique. Ceci étant, et c'est mon astérix NB, la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité de la loi fédérale C-92, là, qui était appelée la fameuse loi C-92 en février 2024. Donc, la décision de la Cour suprême, là, qui était un renvoi d'abord à la Cour d'appel et ensuite qui a été portée en Cour suprême. Sur le fait que les communautés autochtones peuvent désormais adopter leur propre loi en matière de services à l'enfance.
ici, ce qui est important de noter pour aujourd'hui, parce que effectivement, on pourrait, cette décision-là, et surtout une décision là, de partage des compétences au niveau là, constitutionnel, donc c'était la compétence du gouvernement fédéral d'adopter cette loi-là et de permettre aux communautés autochtones d'adopter leur propre loi versus l'argument du Québec qui était de dire que ça appartenait à la législature provinciale d'émettre ces lois-là, de mettre en place ces lois-là. D'ailleurs, je note là, au premier considérant, le législateur québécois là, reconnaissait là, que les Autochtones sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs enfants de la manière la plus appropriée. Donc, ce n'était pas une dispute, un débat, pardon, à savoir si le Québec était en désaccord que les Autochtones puissent décider, mais bien plutôt un débat de partage des compétences. Je le note parce qu'on a entendu beaucoup de choses à ce sujet-là, mais le renvoi là, de plusieurs centaines de pages pourra vous éclairer là-dessus si ça vous intéresse. Je note en terminant sur ce sujet-là que pour l'instant, et là, peut-être qu'il y a des personnes qui seront plus à même de nous informer là-dessus, mais que pour l'instant, il y a la communauté d'Objiwan qui a adopté sa propre loi en matière de services à l'enfance et que d'autres communautés euh, ont manifesté leur souhait d'aller de l'avant, mais que ce ne sont pas là, en ce moment les communautés. L'effet de la décision de la Cour suprême, c'est pas que toutes les communautés vont adopter leur propre loi. Cela dépendra notamment de leur volonté, mais également des ressources financières, organisationnelles, de mettre en place des services à l'enfance et des services sociaux. Donc, je voulais le noter. Là, donc, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a eu cette décision-là de la Cour suprême qu'on va nécessairement tout de suite aller à des lois spécifiques, mais bien que les dispositions de l'article 131.1 et suivant de la loi sur la protection de la jeunesse vont continuer de s'appliquer pour les communautés autochtones qui n'ont pas adopté leur propre loi. Maintenant, Michael, je passerai peut-être, je vois Anne-Marie est revenue, tu vois. Ça, mais je passerai donc peut-être, Michael, à la dernière partie de la présentation qui était de faire le pont avec le droit de la famille pour qu'on puisse conclure là, le 5 minutes et qu'on passe ensuite à la période de questions. Parfait. Excellent. Oups, voilà. Excellent. Puis justement, en fait, je pense que ça mettra bien la table pour répondre à quelques questions là, qu'on voit déjà apparaître dans le chat. Donc, pour conclure cette conférence, mais ces différentes réflexions-là qui émanent de notre recherche, on veut ramener l'idée de l'avant que l'intérêt de l'enfant, en fait, c'est un concept qui est unifié à la base, c'est-à-dire que le concept qu'on voit dans la loi sur la protection de la jeunesse, dans le Code civil, dans la loi sur le divorce, c'est un seul et même concept. Et on aimerait inviter, en fin de compte, tous les praticiens, praticiennes, les juges à s'inspirer de ce qu'on voit dans d'autres domaines. Et là, ce qui est intéressant avec la réforme de la LPJ, c'est qu'on a vraiment des postures, des positions que les parlementaires prennent sur qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant, quel est le contenu de l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce qu'il compose, quels sont les différents facteurs qu'on prend en compte. Et donc, ça vient nourrir l'intérêt de l'enfant comme en tant que grille d'analyse. Et il nous semble important que les autres domaines se saisissent des actions qui sont posées en protection de la jeunesse, tant par les parlementaires, mais après par la jurisprudence pour interpréter le concept de l'intérêt de l'enfant. Après, évidemment, c'est sûr que dépendamment des situations qui sont devant nous, certains facteurs vont être activés avec plus de force dans certains domaines ou par rapport à certains types de décisions. Mais il reste que c'est un concept qui doit fonctionner, interpréter ensemble, donc de manière unifiée. On le voit un peu en droit de la famille, quand il y a eu les réformes dans la loi sur le divorce, puis après dans le Code civil, cette porosité-là du concept. Mais il nous semble important que les personnes qui pratiquent en droit de la famille acceptent cette porosité-là aussi avec la protection de la jeunesse et donc qu'on s'inspire de ce qui se fait en protection de la jeunesse. Parce qu'en effet, l'intérêt de l'enfance, c'est un concept qui est essentiellement co-construit par
les parlementaires et par les tribunaux. Et donc, ce qu'on voit se produire dans la loi sur la protection de la jeunesse, mais en fait, on doit le reconnaître comme un acte législatif qui a une certaine légitimité démocratique. Et donc, les différents principes qu'on a extraits nous donnent vraiment un guide sur ce que les parlementaires souhaitent voir mis de l'avant. Et donc, que les différents éléments qu'on a soulevés aujourd'hui et ceux qu'on détaille aussi dans notre article peuvent être intéressants dans le contexte de la protection de la jeunesse, mais vraiment dans le contexte plus large je mets beaucoup le focus sur l'intérêt, sur le droit de la famille, mais l'intérêt de l'enfant, on le voit aussi dans d'autres domaines, notamment dans le droit de la santé. Donc, avoir cette sensibilité-là aux avancées législatives et maintenant jurisprudentielles qu'on voit en protection de la jeunesse, pour nous, c'est quelque chose qui doit être saisi et mis de l'avant pour les autres domaines de droit également. Donc, pour nous, ce qu'on vous présente, ça peut être utile pour une pratique en protection de la jeunesse, mais également pour tout collègue qui pratique dans d'autres domaines. Puis on espère qu'il y en a parmi nous dans l'Assemblée. Donc, voilà un peu notre ouverture vers les autres champs du droit. Puis, on vous remercie pour évidemment votre participation, votre attention, puis passons à la période de questions.